Bon, maintenant, c'est un plaisir de présenter Camille Labia. Elle est où? Ah, elle arrive. Elle est diplômée de l'école du Louvre au premier cycle, spécialité égyptologie et second cycle, master en documentation et humanités numériques. Elle s'est spécialisée dans les humanités numériques. Précédemment, elle a mené une carrière de 10 ans comme ingénieure dans les télécommunications. Elle s'est diplômée de l'École nationale supérieure pour l'industrie et l'entreprise. Dans le cadre de son Master 2 à l'École du Louvre, elle a effectué un stage au département des antiquités égyptiennes du Louvre pour le projet RIM, Répertoire d'iconographie méroïtique. Elle est maintenant vacataire au sein de l'équipe travaillant avec Vincent Laurando sur le projet international de recherche. Et elle parlera sur le répertoire d'iconographie méroïtique, réflexion préliminaire sur un musée virtuel. S'il vous plaît. Je vous remercie. Ça va être très différent. Je préviens tout de suite. J'ai repris sur cette slide d'introduction le sous-titre du colloque, le pourquoi et comment ouvrir à la réutilisation les images des collections publiques. Nous, on n'a pas encore complètement trouvé comment, donc on va beaucoup parler du pourquoi. Je vais essayer de vous décrire ce qu'on essaye de faire et donc les questions qui se posent et les problèmes qu'on rencontre. Je vais vous emmener dans un pays, je suis très contente d'être là, mais je vais vous emmener ailleurs, dans un pays où il y a du sable et des pyramides, et qui n'est pas l'Égypte. Comme on a un quart d'heure et que c'est assez court, je vais faire simple, je vais vous parler du projet, je vais vous parler des quelques sources d'images qu'on a et des différents types de sources d'images qu'on a, et de quelques cas particuliers pour voir des jolis objets et voir quelles solutions on peut proposer temporairement pour traiter notre principal problème. Déjà, la description de notre projet, donc où nous situons-nous ? Nous nous situons au nord du Soudan actuel. Au nord, la capitale Méroé du royaume que nous étudions est au nord de l'actuel Khartoum sur le Nil. Le royaume de Méroé est florissant dans les derniers siècles de l'Antiquité, c'est-à-dire les derniers siècles avant notre ère et les premiers siècles de notre ère, ce qui le rend contemporain de son principal voisin, enfin en tout cas le plus connu, l'Égypte grecque et l'Égypte romaine. Donc on parle de gens qui ont ce genre de choses chez eux, des objets qui, quand on les regarde comme ça et qu'a priori on ne s'y connaît pas particulièrement, ont l'air tout à fait égyptiens. Ils ont ce genre de choses qui peut être déjà un petit peu plus surprenant comme ça. Ils ont aussi ça dans des tons. Donc, ils ont des objets qui prouvent qu'on a une interaction avec à peu près tout ce qui se passe autour. Le voisin égyptien, le bassin méditerranéen, mais pas que, également probablement les autres pays africains tout autour. En plus de ça, c'est un royaume dont on ne lit qu'imparfaitement l'écriture actuellement. Donc il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas du tout sans le support de l'image. Là, j'ai pris un exemple. Donc les gens qui ont travaillé sur image usage rigolent doucement parce qu'ils voient le watermark bien moche que j'ai en coin de mon image. C'est pas n'importe quel objet puisque c'est le vase d'où provient la petite image que vous voyez en bas à droite de cette projection et qui est le logo du projet, cette tête de félin. Et donc sur ce vase, j'ai une tête de lion, de félin en tout cas. J'ai également d'autres motifs qu'on est obligé de regarder un petit peu plus près. Je vais avoir 3 cobras de face avec des disques solaires sur la tête. Je vais avoir des sortes de petites coupelles florales, de petites fleurs de lotus comme ça. Et j'ai des espèces d'éventails. Beaucoup de questions se posent. Si je pars de ces objets-là, je me rends compte, et c'est ce dont on se rend compte quand on mène nos études, c'est que ces motifs iconographiques, ils traversent des objets qui sont de taille extrêmement différente, qui sont de supports différents. Sur ces objets, ils vont être traités de manière différente et ils vont avoir des significations différentes. C'est pas du tout la même chose quand j'ai mes petits cobras avec leurs disques solaires, mes petits uréis, dans une frise monumentale au-dessus d'une entrée d'un bâtiment religieux, ou alors sur l'épaule d'un vase peint. Et c'est pas non plus la même chose quand j'ai une tête de lion décorative sur un petit coffret mobilier. Je peux me demander si je suis en train de regarder la même chose que sur une plaquette dédiée par un roi à un dieu léontocéphale. Donc on a des traitements qui changent et on a des significations qui changent, et c'est très important pour nous de regarder ces motifs à travers les différents types d'objets. Voilà ce qu'on essaye de faire. C'est bien, admettons que j'ai des images. Ces images-là, il va falloir qu'on les organise pour constituer un corpus sur lequel on va pouvoir travailler. Puisque l'objectif est double, on voudrait à l'arrivée avoir un ouvrage encyclopédique imprimé, un objet physique, un objet fixe dans le temps qui dit voilà où on en est, voilà où en est la connaissance sur ce sujet.
comme on est masochiste, on aura des auteurs qui vont parler français, anglais et écrire en français, en anglais et en allemand. Donc je vous laisse imaginer les vocabulaires à développer. Un musée virtuel en ligne en parallèle qui va permettre d'exposer ce corpus aux personnes qui vont vouloir en apprendre plus, mais également aux scientifiques, qui va permettre de faire des mises à jour en fonction de l'évolution des connaissances et de faire naître de nouvelles discussions et de permettre de refaire le raisonnement scientifique qui va être proposé dans l'encyclopédie thématique. Pour ça, il va falloir cataloguer les objets qui sont classés par typologie ou par par ensemble archéologique, ce qui a été appelé les grandes séries. Et là-dessus, les experts vont passer pour faire des analyses des motifs iconographiques et produire une encyclopédie thématique à travers ces séries, à travers ce corpus. Qui pour ça, et là on y travaille en ce moment, devra être outillé, ce qui va permettre, on va avoir besoin d'indexer tous ces objets. On parle de quelques dizaines de milliers d'objets à travers le monde, donc de collections qui sont vraiment dans le monde entier, et qui vont devoir être indexés et dotés de vocabulaire. Donc ce projet est porté par Vincent Rondeau, directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, qui est dans la salle, donc je parle sous son contrôle, et coordonné par Nadia Licitra, ma collègue qui est également dans cette salle. Qu'est-ce qu'on a pour le moment pour travailler? Et puis, qu'est-ce qu'on va vouloir à la fin? Parce que ce n'est pas du tout la même chose d'avoir des images de travail qu'on va utiliser dans notre processus de réflexion et d'avoir des images qu'on va devoir réfléchir à publier dans un ouvrage imprimé ou sur un site en ligne où n'importe qui, a priori, devra pouvoir venir les consulter. Le plus simple, évidemment, c'est les images qui viennent du domaine public. Et là, on a de la chance parce qu'on a des voyageurs du 19e siècle qui nous ont laissé des journaux avec des planches illustrées et avec, dans ces planches, des réflexions sur des détails iconographiques. Ici, par exemple, cette espèce de sceptre composite, et on a donc un voyageur allemand, Karl Richard Lepsius, qui nous fait une description, qui réfléchit à ce motif iconographique. Donc cette source, elle est très importante pour nous. On a aussi d'autres publications qu'on pourrait croire dans le domaine public, parce qu'elles sont anciennes et en noir et blanc, alors on se dit, ça doit marcher. En fait, ça ne marche pas du tout, parce que l'auteur sera mort depuis 75 ans dans quelques années, et je n'ai, en ce qui me concerne, pas d'informations sur le statut des photographies au moment où elles ont été réalisées pour cet ouvrage. Donc je ne sais pas par qui en étaient détenus les droits. C'est là qu'on va avoir besoin du secours de nos iconographes présents dans cette salle, je parle sous leur contrôle, qui vont devoir nous aider dans un certain nombre de questions qu'on va avoir à se poser. Mais je ne peux pas, en tant que chercheur, me priver de ces publications. Pourquoi? Parce que sur des objets, donc là, ça ne rend pas tout à fait justice à la photo parce que je l'ai scanné et très très agrandi, mais il faut imaginer qu'on a des photographies dans ces ouvrages qui sont d'une qualité telle que pour des objets comme celui-ci, donc il fait moins d'1 centimètre de haut, on peut voir jusqu'aux petites incisions qui ont été faites dans le chaton de la bague pour suggérer les perles du collier du personnage qui est représenté. Donc c'est des images qui sont d'une telle qualité qu'elles sont d'une utilité absolument, sans limite pour les chercheurs qui vont travailler sur le projet. Et enfin, on a les sources d'images collection. Alors là, c'est simple, là j'ai un peu triché, c'est facile, j'ai pris des objets dont les images sont détenues par le musée du Louvre. Donc je n'ai pas eu trop de questions à me poser, puisqu'on a cette petite statuette du dieu à tête de lion à Pédémaque qu'on a déjà vu tout à l'heure, et on a une photographie d'un tesson de poterie qui a été découvert lors des fouilles archéologiques menées par le musée du Louvre à Montbéliard. Donc il doit actuellement être dans les magasins de la mission archéologique. Alors, ces images des collections, parce que finalement ça va être la base de tout ce travail de recherche-là, ça va être de recenser tous les objets qu'on connaît dans le monde, on espère arriver à un certain nombre d'objets qu'on connaît dans le monde, pour pouvoir en tirer toutes les informations, puisque plus on aura, et c'était la question qui a été soulevée lors de la première intervention de cet après-midi, c'était cette idée que si on n'a pas tout le corpus, on va avoir un biais dans nos interprétations. Donc plus on aura une couverture extensive de ces collections mondiales, plus on aura de chances que notre analyse soit neutre et objective quand on va se poser des questions sur l'utilisation d'un motif iconographique. Alors là-dedans, on va avoir des collections qui sont des collections de musées, et on a des collections qui sont des collections de sites de fouilles archéologiques, ou des collections, par exemple, d'études dans les universités. Donc elles sont dans le tiroir d'une salle d'archives d'une université à Berlin, par exemple. On va avoir des objets qui sont dans un état de documentation très divers. Certains sont photographiés, d'autres non. Certains sont photographiés avec des photos de qualité diverses, des photos de travail pour pouvoir retrouver l'objet facilement, ou de la très belle photo artistique parce qu'il a été publié dans un ouvrage d'art. Ces photos vont évidemment avoir des régimes juridiques différents, des paternités différentes, puisque même pour un même régime juridique, il va falloir être sûr qu'on a la paternité du dessin, par exemple, pour pouvoir la mentionner.
Les institutions avec lesquelles on va discuter, elles sont de tailles différentes et elles ont des contraintes différentes. Ce n'est pas du tout la même chose de faire un partenariat, par exemple, avec le Neues Museum de Berlin, qui a une très grande collection et qui a des conservateurs qui l'étudient actuellement, et donc avec qui il va falloir qu'on trouve un moyen de discuter, un arrangement. Et puis des musées de beaucoup plus petite taille qui savent que quelque part, ils ont des objets qu'ils n'ont jamais eu le temps de regarder, mais ils veulent bien qu'on les regarde pour eux. Donc il va y avoir des régimes et des accords différents à trouver. En plus de ça, ils n'ont pas tous des collections en ligne. Donc il y a des tas de musées, et on va peut-être en manquer, en passant comme ça, qui n'ont pas du tout de collection en ligne, dont nous ne savons pas qu'ils ont des objets méroïtiques, donc les objets que nous recherchons, parce qu'ils n'ont pas de collection en ligne, donc on ne le saura pas avant de leur avoir demandé. Puis s'il y en a qui ne pensent pas à le demander, peut-être qu'on manquera quelque chose. Et surtout, donc, il y a les musées et les sites au Soudan même, qui ont un certain nombre d'objets de qualité vraiment remarquable, et pour certains qui ne sont pas toujours documentés ou dont la documentation n'est pas du tout numérique. Donc on sait qu'on a des tiroirs de fiches papier qui nous attendent au Musée national de Khartoum et sur lesquels il y a un certain travail à faire. Et ces musées et ces sites, il va aussi falloir trouver un moyen de discuter avec la Corporation des Antiquités du Soudan pour trouver un accord pour que ces objets documentés leur reviennent aussi en quelque sorte et que la documentation de ces objets, dans le cadre du projet, leur revienne et qu'ils puissent l'utiliser également. Ça paraît d'une logique, ça va mieux en le disant. Je fais un petit excursus pour vous dire que si vous êtes historien de l'art et que vous passez une trop bonne journée, vous pouvez lire cet ouvrage. Donc, il s'agit d'un compte-rendu de colloque, donc c'est à peu près le moment où on a touché le fond nous, dans notre réflexion, parce que c'est un compte-rendu de colloque de juristes sur le droit des images, et en particulier les deux interventions là que j'ai citées sur cette diapo. La première explique qu'en gros, l'exception pédagogique est assortie elle-même de tellement d'exceptions qu'elle ne marche jamais. Et le deuxième article explique que les humanités numériques sont peut-être un danger pour les œuvres, parce que quand on annote une image en utilisant une application d'annotation, on modifie l'image. Et donc on ne devrait jamais utiliser une image, par exemple, qu'on n'a pas le droit de modifier, avec une licence ouverte sans modification. Tout de suite, vous vous privez d'un certain nombre d'images. Donc là, on a consulté, à ce stade-là, on était vraiment désespérés, on a consulté Madame de Noyelles qui nous a expliqué qu'on n'était pas tout seul, qu'il y avait beaucoup de monde qui avait des problèmes, et qu'on pouvait trouver des solutions pragmatiques. J'y reviendrai un peu plus tard. Le plus simple, alors on va se dire, c'est facile, prenez un photographe, vous l'envoyez partout, il fait des photos des objets, les photos, elles vous appartiennent, vous négociez des régimes avec les musées, et puis après, vous traitez. Alors déjà, quand on essaie de budgéter ça, c'est extrêmement compliqué. Imaginez envoyer un photographe, photographier, je sais pas, mettons 30 000 objets, 20-30 000 objets, sur 5 continents, dans des musées, sur des sites archéologiques, dans des placards d'université. C'est quelque chose de très compliqué, et en plus de ça, même si on avait des photos de tous les objets, on ne pourrait pas travailler, parce qu'il nous manquerait des choses. Par exemple, un objet très très iconique de la civilisation méroïtique, c'est ce bracelet. Il est de toutes les publications. Il est magnifique. Il est en or, avec un petit, comme ça, émail cloisonné bleu clair et bleu foncé, et puis une déesse en or massif sur le milieu du bracelet. Il est toujours présenté comme ça parce que sa contrepartie a disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette contrepartie, moi j'en ai une photo qui n'est pas libre de droit, mais je l'utilise pour travailler, et je vais avoir envie d'utiliser dans une publication de ce bracelet, parce que iconographiquement, ça n'a pas de sens de présenter une demi-paire et de ne pas montrer le deuxième bracelet qui, en plus du fait qu'il est de la même qualité remarquable, présente une déesse différente, qui est symétrique de la première. Donc ça n'a aucun sens de montrer une demi-paire, une demi-iconographie, un demi-couple de déesses. Moi, je suis bien obligée d'utiliser cette deuxième image. On a cet objet qui est un objet, entre guillemets, douteux. Il est réputé représenter une reine, et il est cité dans une reine méroïtique, et il est cité dans plusieurs publications qui reviennent régulièrement dans les bibliographies. Si je choisis de... le problème après, c'est qu'en 1976, quand il est cité dans la deuxième citation que j'ai notée, l'image du noir dans l'art occidental, à ce moment-là, on ne sait plus où il est. Donc il est probablement dans un placard dans une université quelque part. Mais on ne sait pas où. Si je choisis, moi, de l'exclure parce que, entre guillemets, il n'existe plus, il n'est plus retrouvé, personne ne va le retrouver. Si je montre une photo dans le cadre du projet aux chercheurs qui travaillent, ils vont me dire « Je l'ai vu, il est dans le placard de l'université de Pennsylvanie, le 4e à gauche sur la 2e étagère. » Donc c'est le genre d'objet que d'une part on a besoin de montrer pour les retrouver, mais qu'on a aussi besoin de montrer parce que même si on choisit, nous, à l'arrivée, d'interpréter cet objet comme n'étant pas méroïtique et ne représentant pas une reine, tout le long du projet, des gens vont tomber sur ces références bibliographiques et vont nous signaler cet objet. Donc il faut quand même qu'on le mette quelque part et qu'on dise « Il faut réfléchir, il faut discuter, mais on est bien obligé d'utiliser cette image qui n'est pas dans le domaine public actuellement. » Enfin, j'ai une magnifique, donc là on se dit je vais faire des photos récentes de mes objets, je ne peux pas avoir de problème, ça va très bien marcher. Donc j'ai cette bague avec une petite entaille en verre qui représente un motif d'oiseau. Je suis sûre que vous le voyez très bien.
Moi, bon, voilà, enfin, je leur fais confiance. Hein. J'ai une publication des années 60 avec une photo en noir et blanc. Elle a la qualité qu'elle a. Mais si on regarde cette photographie, on voit très bien le motif d'oiseau qui a complètement disparu, ou en tout cas qui est complètement invisible sur la photo telle qu'elle existe moderne maintenant. Donc je vais aussi avoir cette envie et ce besoin d'utiliser des images qui ne sont pas libres de droit et que je n'ai pas faites moi-même parce qu'elles apportent un complément très très intéressant à ce recensement des motifs à travers les objets. Bon, j'ai mis ça parce que j'ai commis un crime. J'ai pas rempli le formulaire. J'ai pas payé 250 $. Bref. Alors, pour rassurer, il fallait bien qu'on rassure nos juristes, parce qu'il faut quand même qu'on commence à travailler. Et on ne peut pas commencer à travailler en acquérant les droits de toutes les images sur lesquelles on va travailler, on ne va jamais y arriver. Il y en a des dizaines, là j'ai mis un exemple, un objet, 4 images, et ce n'est pas les seules qui existent, et c'est 4 images dont on aura besoin pour travailler. Mais ça ne sont pas 4 images qu'on va publier. Donc, on a trouvé un compromis, c'est aussi une recommandation que nous a fait Madame Desnoyelles là-dessus. Déjà, de dire que nous, on va avoir un espace de travail, que cet espace de travail, s'il n'est pas public, la question des droits, elle se pose moins. On va travailler entre chercheurs et finalement avoir une pratique qu'on a tous les jours. On en a parlé de ces échanges en zone grise entre chercheurs, entre musées, où on s'envoie des mails avec des images. Bon, c'est la même chose finalement. Et de donner à ces images des caractéristiques qui vont nous permettre, pour chacune d'entre elles, de savoir si elle est publiable ou non. Et puis sous quelle forme? Est-ce qu'on peut la publier dans notre ouvrage imprimé? Est-ce qu'on a le droit juridiquement? Est-ce qu'on a acquis les droits pour la publier en ligne? Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir l'un et qui ne vont pas vouloir l'autre. Est-ce que sa qualité permet sa publication? Est-ce qu'elle est d'une qualité éditoriale suffisante? Et enfin, est-ce qu'on l'a choisie pour la publication finale? Parce que ce sont ces images qu'on aura choisies pour la publication finale dont il va falloir faire la liste, acquérir les droits et aller exploiter un pauvre iconographe qui va faire des demandes, mais alors là, dans le monde entier, en plusieurs langues, avec voilà, tous les formulaires qu'on peut imaginer. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un ouvrage imprimé. Là, les négociations de droits pour les ouvrages imprimés, en général, on peut réfléchir à la question. Le musée virtuel, il y a un certain nombre d'institutions qui sont plus frileuses avec ça. Il faut aussi réfléchir aux conséquences que ça peut avoir, à des détournements de connexion. Si on dit qu'on fait un musée virtuel, peut-être qu'il y a moins de monde qui vont aller voir leur collection sur leur site. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent et de frilosités qui apparaissent quand on en discute avec eux. Nous, on a pu franchir là pour le moment une première étape puisque le livret de recommandations aux auteurs a été publié au mois de septembre de cette année, illustré de plusieurs séries de planches pour montrer un peu le type de raisonnement et le type de notice qui allait être attendu. Et donc là, malgré des délais extrêmement courts, eh bien, je remercie les iconographes, sans qui rien n'aurait été possible. Et on a pu avoir avec les iconographes et les services juridiques les droits pour publier les images qui étaient dans ce livret de recommandations aux auteurs. Jusqu'ici, tout va bien. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup.